résumer les caractéristiques de la transe, moi je dirais que c'est transformation et interaction. Voilà. Transformation de processus internes qui sont plutôt dissonants, de traumas, de choses qu'on aurait traversées, qui n'ont pas été bien réparées. Et il y a bien sûr des processus d'auto-guérison qui semblent amplifiés, mais ça, il faut qu'on le démontre. C'est pour ça qu'on a mis en place ces études cliniques. Et surtout l'interaction aussi, c'est-à-dire que tout d'un coup, cette intelligence nous connecte à notre environnement de façon bien plus large, et qu'on a un rapport à notre environnement et à nous-mêmes, du coup, qui est modifié dans le sens où il est agrandi. En fait, la prédominance de l'hémisphère gauche, là aussi, pour faire schématique, la prédominance de l'hémisphère gauche nous donne la notion d'égocentrage, de la personnalité, du jeu. Et on pense souvent que le jeu, c'est ce que je pense. Mais jeu, c'est aussi ce que je perçois. Et ça, on l'a oublié. Parce qu'on est tellement dans la pensée analytique, on est tellement dans le je pense, qu'on a oublié que je, c'est aussi ce que je perçois. Et donc, l'intérêt de ces intelligences, de ces états modifiés de conscience, c'est de nous faire comprendre à quel point on perçoit. Et qu'on perçoit beaucoup plus quand on est dans ces états modifiés de conscience. Alors, si on va un peu plus loin, on dit qu'on peut parler avec les arbres, qu'on peut parler quand on va se promener. Non seulement avoir un rapport différent à notre environnement, beaucoup plus ouvert, moins égocentré, mais il y a ces informations dont parlent les chamans au départ et qui, moi, m'avaient beaucoup étonné, ce monde des esprits, on se rend compte que c'est probablement tout un tas d'informations qui sont là dans l'invisible. Alors, on ne les voit pas, ce sont des informations, mais elles sont là. Et la transe nous permet de nous connecter à ça. Alors, parce qu'eux ont appelé ça le monde des esprits, mais effectivement, ça nous parle, ça nous dit des trucs qui n'arrivent pas forcément dans les oreilles, mais qui sont sous la forme d'évidence. Où tout d'un coup, on sent une émotion d'un arbre, de quelque chose. Si les arbres peuvent avoir des émotions, mais moi, j'en suis persuadée maintenant. Et donc, tout ce qui est autour de nous est vivant. Et c'est la magie de ces états-là, c'est de comprendre tout d'un coup à quel point, quand on peut se mettre devant un arbre, un brin d'herbe, un escargot ou une chenille, on peut se mettre en transe devant ces êtres vivants et comprendre à quel point ils peuvent nous apprendre énormément de tout le vivant. Et que la collaboration avec le vivant, elle devient naturelle. On a eu des transformations en rocher. La personne avait l'impression d'être un rocher. Et le fait de se sentir vraiment comme un rocher, ça lui a fait un bien fou. Quand il y a une transformation, on a eu des transformations en vers de terre, et la personne prenait un plaisir infini à se rouler dans la terre, à avoir l'odeur dans son nez, l'odeur de le nez de l'asticot, je sais pas comment il est, mais en tout cas, elle avait vraiment un plaisir, mais orgasmique, elle nous disait, à sentir la terre et à rentrer dans la terre et à se rouler dans la terre. Et ça, ce sont des sensations qui, semble-t-il, sont celles dont on a besoin au moment où on les vit. Alors, on se dit, les chercheurs m'ont dit, mais on a le génome de tout le vivant en nous. On a tout le génome. Donc, pourquoi on ne pourrait pas imaginer, et dont j'en parle un tout petit peu dans le livre, l'hypothèse que, en fait, on a un grand jeu de cartes et d'activer la carte dont on a besoin pour nous réparer, pour apporter des sensations dont on a besoin au moment où on les vit. Un petit peu comme dans les arts martiaux, où tout d'un coup, on vous apprend à faire les gestes d'un tigre ou de je sais plus quel animal. Mais c'est en faisant le geste qu'on vous apprend la sensation et qu'on vous apprend quelque chose que votre corps ne connaît pas encore, mais qui va vous amener quelque part. Et bien là, ça se fait naturellement. Mais seulement, c'est pas toujours le tigre, c'est des animaux, même la mouche. On a eu une psychiatre qui s'est transformée en mouche. Et c'était tellement rigolo. Et pour eux, l'apprentissage de cette dissociation qui fait que tout d'un coup, on ressent quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de percevoir de soi. Donc ça apprend beaucoup sur le corps, justement, le corps qui n'est pas forcément celui auquel on est habitué et qui peut vraiment se transformer. Et on a vraiment l'impression d'avoir des pattes. Quand elle s'est transformée en mouche, elle avait un truc qui poussait dans l'omoplate, justement. Elle avait quelque chose qui poussait avec vraiment une sensation. Et ils sortent de ces expériences de transformation complètement ébahis. Oui, c'est ça, c'est le nom de mon arrière-grand-mère. Oui, qui était... il y a un petit village qui s'appelle Sombrun dans le sud-ouest et toute une partie de la famille est dans les Landes.
Et l'autre est de l'Italie. Et pourquoi vous avez choisi ce nom ? Parce que j'aimais beaucoup cette arrière-grand-mère, qu'on m'en avait parlé, et que je ne savais pas quand j'ai choisi ce nom, qu'en fait ma mère m'a dit après qu'elle était considérée comme guérisseuse dans son village. Voilà. Est-ce que, Voyez. si c'est le cas, est-ce que quand on est en transe, est-ce qu'il est possible de communiquer avec les morts d'une part, et d'autre part, est-ce que votre grand-mère est venue vous rendre visite pour échanger avec vous sur ce que vous faites aujourd'hui, si elle était guérisseuse ? Non, pas ma grand-mère. Non, j'ai jamais eu de contact avec elle. Voilà, non. Et en revanche, avec d'autres personnes décédées, oui. Tous les transeurs. Alors, on ne sait pas avec quoi on est en relation, mais tous les transeurs qu'on a formés depuis, c'est un fait. On a tous un accès à la réalité qui est modifiée et un accès à des gens qui sont morts. Même à des vivants, hein. mais à des gens qui sont morts. On a fait une expérience à Verdun avec une artiste, avec Léa Lebricomte, que je raconte dans le livre aussi. Et ce qui se passe pendant cette expérience, c'est vraiment la découverte de présence d'un jeune homme qui est en train de mourir, un homme, un militaire dans un abri de la guerre. À Verdun, et je comprends pas ce que c'est. En revanche, il se passe vraiment quelque chose. Il y a vraiment une interaction. Il y a vraiment quelque chose qui se passe avec des informations. Alors, il est difficile de les vérifier aujourd'hui. Sinon, le prénom de ce jeune homme qui arrive. Après, on voit les casques que j'ai vus, que je suis capable de décrire sur Internet. Donc, bon, on a quelques petites moyens de vérification, mais finalement, peu importe. On se dit peu importe dans la mesure où on le vit et qu'on n'aura probablement pas la possibilité d'expliquer. Ça se passe avec la plupart des transeurs. Ces paragraphes-là, sur justement ces rencontres possibles, éphémères, avec des gens qui sont disparus, donnent quand même une couleur très tendre et très douce à la mort, en tout cas dans votre façon de l'écrire. Moi, ça a beaucoup changé mon rapport à la mort, dans le sens où on la vit plus comme une transformation. Mon père est décédé au mois d'août, cette année, l'année dernière, et j'avoue que j'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner. Il est mort chez lui. Il n'a pas été hospitalisé, ce qui fait que j'aurais pas pu aller le voir à cause des contraintes sanitaires. Et j'ai pu discuter avec lui jusqu'à la fin, et il est mort, et il avait le sourire. Et j'ai continué après. Et je lui avais dit avant, mais tu sais, peut-être qu'on sera toujours en lien après. Tu t'inquiètes pas, j'irai te retrouver. Et si c'est pas moins triste, c'est moins brutal. C'est moins brutal parce que on continue à discuter avec eux. Il me dit des trucs. Il m'a annoncé que j'allais avoir une super nouvelle, une mauvaise nouvelle. Il était mort déjà, hein, et Francis Tolel, dont je parle beaucoup dans le livre, décédé il y a un mois, même pas. Et donc c'est mon père qui me l'a annoncé. Donc il y a des voilà. Alors après, on ne sait pas comment ça marche, si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est notre cerveau qui trouve des stratégies aussi pour se faire du bien, pour se réparer. C'est possible aussi, mais en tout cas ça marche. Hein. En tout cas, c'est vraiment efficace, et c'est des beaux moments qui. On a vraiment un problème avec la mort en Occident, hein, parce que c'est encore un des trucs qu'on peut pas contrôler. Et je l'explique dans le livre. Oui. On a tellement cette notion du contrôle avec le développement de notre intelligence analytique. C'est qu'il y a encore deux choses qui sont insupportables et qu'on n'arrive pas à contrôler. C'est le contrôle sur la jeunesse éternelle. En fait, si on voudrait rester jeune. Donc la vieillesse, on contrôle pas. Et la mort, on contrôle pas. Et ça, c'est insupportable. Voilà. Et c'est insupportable pourquoi ? Parce que justement, on a perdu cette intelligence qui nous rend plus conscients, qui nous rend plus heureux, plus joyeux, et qui fait que oui, on meurt, oui, et alors, et on vieillit, oui, et alors, est-ce que c'est si grave, hein, voilà. Et c'est vrai que la notion de priorité, elle est vraiment transformée par ces moments de transe.